Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau magazine de la Faculté de droit virtuel que j'aurai désormais le plaisir de vous présenter en compagnie de Céline Vrazen. Bonjour Céline. Bonjour Gérald, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver au sein de cette toute nouvelle édition du magazine de la FDV. Le sommaire de ce premier numéro du mois d'octobre, nous aurons tout d'abord le plaisir de découvrir un adage, l'adage du mois. Céline nous présentera ensuite les titres de l'actualité à travers ceux de la Gazette de la Faculté de droit virtuel. Puis, comme chaque mois également, nous aurons le grand arrêt du mois. Et après avoir découvert qui est l'interviewé de ce mois-ci sur les thèmes d'actualité juridique, nous aurons le plaisir de recevoir Sylvain Grattalou, directeur de l'Institut de droit immobilier. L'adage latin du mois, il s'agit de l'adage Infans conceptus. Infans conceptus, pro nato habetur, quoties de commodis eius agitur. L'enfant simplement conçu est considéré comme né toutes les fois que celui-là lui procure un avantage. Cet adage, applicable en matière de droit des personnes, permet de déterminer le moment à partir duquel l'enfant acquiert la personnalité juridique. Et voici maintenant le rappel des titres de la Gazette du mois d'octobre. Alors, Gazette que vous connaissez déjà, puisque toujours composée de points d'actualité à la fois législative et jurisprudentielle. Alors, au sommaire de l'actualité législative, ce mois-ci, une réponse ministérielle du 14 juillet 2009 qui nous dit l'apposition du portrait officiel du chef de l'État dans les mairies est une coutume inspirée de la tradition républicaine. Aucune sanction n'existe en cas de dérogation à cette coutume. Autre point, le décret du 29 juillet 2009 qui crée un nouveau tribunal administratif à Montreuil à compter du 1er novembre 2009. Ce sera donc le 42e tribunal administratif. D'autres décrets également, décrets d'application de la loi du 15 juillet 2008 sur les archives, qui viennent de paraître en septembre 2009. Rappelons bien que cette loi vise à introduire de la bonne gestion dans le domaine du stockage, des délais de communication et de la conservation des archives. Enfin, d'un point de vue législatif, également le projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet, adopté donc le 22 septembre 2009 par le Parlement, donc le fameux projet de loi Hadopi 2 dont on entend beaucoup parler. Alors Hadopi, je rappelle, Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, donc il vise à combattre le téléchargement illégal. Elle devait être installée en novembre, mais efficacement opérationnelle début 2010. Et ce n'est toutefois pas terminé pour ce projet de loi, puisque un recours est actuellement devant le Conseil constitutionnel. Enfin, actualité jurisprudentielle, un arrêt de la Cour de cassation de la première chambre civile du 9 juillet 2009 relatif à l'image d'un chanteur qui ne peut être apposé sur la pochette d'un disque sans son autorisation. Une ordonnance également de référé du TGI de Paris du 10 juillet 2009 qui propose que l'association du terme arnaque à une société par Google Suggestion n'est pas constitutive d'une injure au sens du droit de la presse. Une décision également de la Cour constitutionnelle fédérale allemande du 30 juin 2009 qui rappelle que la ratification du traité de Lisbonne est retardée en Allemagne car selon la Cour, même si le traité de Lisbonne est conforme à la loi fondamentale, la loi d'accompagnement doit être améliorée avant la ratification du traité, notamment dans le sens d'un renforcement de la responsabilité du Parlement à ce niveau-là. Enfin, une dernière décision, celle du Conseil d'État du 17 juillet 2009, ville de Brest. 11 ans et 7 mois, le Conseil d'État estime que cette durée est excessive pour juger une affaire, même en matière de marché public. Voilà, donc voici ce que l'on pouvait dire pour ce mois-ci. Retrouvons maintenant le grand arrêt du mois. L'arrêt Blanco, arrêt fondateur du droit administratif, est intervenu suite à un accident dramatique. Une journée d'automne, le 3 novembre 1871, Agnès Blanco, une fillette de 5 ans et demi, se promène dans le quartier Bacalan. Ce quartier, situé au nord de Bordeaux, est alors un quartier portuaire, manufacturier et habité par des populations défavorisées. La petite Agnès décide de traverser la rue. Au même moment, 4 employés de la manufacture des tabacs vont réapprovisionner le magasin, situé de l'autre côté de la rue du Hangar. Situé à l'intérieur du wagonnet chargé de tabac, ces hommes poussent de toute leur force et empruntent la voie publique. Lorsqu'ils voient la petite Agnès, il est malheureusement trop tard pour arrêter le chargement, qui passe sur la cuisse de l'enfant. Seule l'amputation sauve la petite Agnès.
Les parents de la fillette assignent donc les employés de la manufacture des tabacs et l'État devant le tribunal civil de Bordeaux pour obtenir réparation. Le juge judiciaire aurait donc dû statuer sur l'affaire, mais le préfet de la Gironde oppose un déclinatoire de compétences. Le juge rejette ce déclinatoire, mais le préfet persiste et prend 5 jours plus tard un arrêté de conflit. Dès lors, il revient au tribunal des conflits de trancher le différend qui oppose le juge judiciaire et l'État, représenté en la personne du préfet. Un tournant dans l'histoire du droit français est pris le 8 février 1873. Ce jour-là, le tribunal des conflits confirme l'arrêté de conflit suite à un considérant remarqué qui indique que la responsabilité qui peut incomber à l'État pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qui l'emploient dans le service public ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil pour les rapports de particulier à particulier, que cette responsabilité n'est ni générale ni absolue, qu'elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l'État avec les droits privés, que dès lors, au terme des lois ci-dessus visées, l'autorité administrative est seule compétente pour en connaître. En d'autres termes, il consacre le fait que l'administration, dès lors qu'elle assure une mission de service public, ne peut être régie que par un droit spécial, le droit administratif. C'est ainsi que l'histoire tragique de la petite Agnès a laissé comme trace indélébile l'arrêt Blanco du 8 février 1873. Celui qui sera appelé par Gaston Gèze la pierre angulaire du droit administratif. Intéressant, non? Alors Céline, vous avez comme chaque mois interviewé un enseignant de la faculté de droit de Lyon. Et de quoi avez-vous parlé? Eh bien, nous avons parlé de la loi Hôpital du 21 juillet 2009. Eh bien, nous regardons tout de suite un court extrait. Ce que l'on appelle le contrat santé-solidarité, qui vise à proposer, c'est le directeur de l'agence régionale de santé qui propose aux médecins habituellement installés dans des zones surdotées de contribuer à la répartition des soins qui soient meilleurs au sein des zones sous-dotées. La proposition est intéressante. Le seul problème au sein de la technique juridique est que ce contrat, s'il est refusé par le médecin ou s'il n'est pas exécuté par le médecin, amènera une forme de sanction. Le terme est peut-être un peu orienté, mais une forme de sanction par une contribution forfaitaire annuelle d'un montant d'environ 3 000 euros. Sans vouloir tomber dans les fondamentaux du droit des contrats, qu'ils soient publics ou privés, la liberté de contracter paraît ici un peu incertaine lorsque le refus de contracter se retrouve sanctionné par une pénalité financière. Nous sommes très heureux d'accueillir ce mois-ci un invité au sein du magazine de la FDV, Sylvain Gratalou. Bonjour. Bonjour. Donc, directeur de l'IDIAB, l'Institut de droit immobilier et d'administration de biens, donc, qui organise un colloque portant sur le bilan et les perspectives de la loi du 6 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus à ce sujet? Bien volontiers. Alors, il s'agit d'un colloque qui est d'une importance essentielle dans la mesure où il s'agit ici de faire un bilan de 20 années d'application de la loi de 1989 relative aux baux d'habitation, loi qui a été faite dans un contexte économique un peu particulier des années 1980 et 20 ans plus tard qui est toujours là, mais dans un contexte sensiblement différent. Alors, trois journées qui sont réparties selon un schéma assez classique de la formation du contrat de location, de l'exécution du contrat de location et enfin de la fin du contrat de location. Alors c'est un colloque qui a la chance d'accueillir les plus grands spécialistes sur les baux d'habitation, que l'on trouve non seulement à l'Institut de droit immobilier, mais également un peu partout dans les universités françaises, des praticiens aussi, et qui a reçu le soutien de l'ensemble des institutions directement liées par les baux d'habitation. D'accord. Alors quelles seront les grandes problématiques que vous allez aborder à l'issue de ces 20 années d'application de cette loi? Je crois qu'il y a une seule grande problématique qui peut se décliner, qui va se décliner au cours de ces 3 journées, c'est effectivement de voir quel équilibre on peut mettre en place entre un locataire qui se trouve dans une situation un petit peu compliquée et un bailleur qui lui aussi a ses propres contraintes. Et il s'agit ici de voir en quoi les obligations de l'un peuvent devenir les droits de l'autre et réciproquement. Très bien, alors on vous laisse peut-être rappeler les dates de vos journées de travail.
Oui, alors ces 3 journées donc, qui se déroulent sur 3 mois, puisque c'est un colloque important. Donc une première journée au mois d'octobre qui est le 8 octobre, 5 novembre et 10 décembre. Très bien, mais écoutez, on vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Et quant à nous, nous nous retrouverons le mois prochain. Eh bien, pour une nouvelle édition du magazine de la FDV.